Bonjour à tous, bienvenue dans cette session pour vous parler de la roadmap de notre univers produit Public Cloud. On va être trois à vous présenter toutes les nouveautés des produits et des services à venir pour l'année à venir. Mon collègue Jacques, que vous voyez à l'écran, Bonjour mon tout le collègue monde. Bastien, qui va nous rejoindre dans une minute ou deux, et moi-même. On vous expliquera un petit peu nos scopes respectifs juste après. Comment va se passer cette heure ensemble? Alors, au passage, j'en profite pour préciser qu'on va être un petit peu plus longtemps avec vous si vous avez le temps de rester avec nous à la fin. Si vous avez des questions, on pourra déborder d'une demi-heure avec mes collègues pour prendre vos questions. Mais on va essayer de garder le contenu qu'on avait prévu de vous présenter dans la première heure pour tenir un petit peu la promesse qu'on vous avait donnée. Et ce contenu, en fait, il va être divisé en 4 sessions en plus de la partie Q&A. Le premier, ça va être une présentation un petit peu globale d'une démarche qu'on a démarrée il y a maintenant un peu plus d'un mois, qui est de partager cette roadmap publiquement sur l'espace GitHub d'OVH Cloud. Donc on va vous montrer comment la retrouver, comment aussi interagir avec cette roadmap. Vous verrez, vous pouvez par exemple vous inscrire à une fonctionnalité qui vous intéresse pour être notifié de son évolution, etc. Et puis après, on va rentrer dans chacun des trois grandes subdivisions entre guillemets de l'espace public cloud pour vous donner un petit peu plus de détails que ce qui est affiché sur le GitHub, sur les aspects infrastructure avec mon collègue Jacques, Compute Network et Storage, sur les aspects orchestration Cloud Native moi-même, et puis on terminera sur les aspects finalement les plus récents de l'écosystème dans l'univers OVH Cloud, qui sont nos nouveaux services dédiés au monde de la data, à la fois sur des sujets plus classiques comme la base de données, mais aussi des sujets un peu plus modernes, entre guillemets, comme l'AI ou le machine learning. On va démarrer tout de suite en vous expliquant comment retrouver la roadmap publique de l'espace public cloud d'OVH sur GitHub. Donc c'est une démarche qu'on a souhaité mettre en place sur l'univers public cloud d'abord, mais qu'on a vocation à proposer sur d'autres services. L'idée, c'est en fait à la manière d'un projet de développement open source, de partager avec les communautés notre backlog fonctionnel finalement, et vous permettre de le suivre de manière manuelle ou automatisée, et aussi d'y contribuer pour nous aider à orienter notre roadmap et coller le mieux à vos besoins. Comment ça se passe? C'est assez simple. Vous allez sur la page GitHub d'OVH Cloud, donc sur github.com/OVH, et vous allez retrouver parmi les projets qui sont listés un projet de roadmap public cloud. Donc vous pouvez le retrouver plus facilement en saisissant public cloud, parce qu'on a pas mal de projets open sourcés maintenant sur l'espace GitLab, sur l'espace GitHub, pardon. Vous avez ici le public cloud roadmap. Sur la première page, on vous explique la démarche telle qu'on est en train de le faire à l'oral. On vous explique aussi comment on a cherché à subdiviser en fait finalement tous les services de l'écosystème public cloud de manière à ce que ce soit plus digeste pour vous. Et on vous explique quelques fonctionnalités que je vais vous montrer tout de suite à l'écran. Alors essentiellement, je vous invite, le plus rapide, c'est de cliquer sur l'onglet projet qui se trouve là. Et là, vous allez retrouver les trois grandes familles de services qu'on va aborder dans cette présentation. Et une fois que vous êtes rentré dans un ensemble de services, vous allez retrouver en fait des petites étiquettes, des petites fiches comme ça pour chacune des fonctionnalités. Vous allez pouvoir voir, soit ce sont des fonctionnalités qui ont été mises en production récemment, et du coup vous pouvez retrouver, on va le voir en zoomant dans la fonctionnalité, quelques détails sur comment utiliser cette fonctionnalité. Évidemment, ça vient en complément de notre documentation publique que vous pouvez retrouver sur le site de VH Cloud. Vous avez des informations sur des features sur lesquelles on est capable de s'engager sur leur mise en production dans les 2 prochains mois. Donc évidemment, tous ces documents sont mis à jour de façon quasi quotidienne par Jacques Bastien et moi-même. Et si on rentre dans le détail d'une fonctionnalité, donc là par exemple on a une fonctionnalité de réseau privé sur le service Kubernetes. Si on rentre dans le détail d'une fonctionnalité, vous allez pouvoir voter pour les fonctionnalités qui vous intéressent le plus. Évidemment, c'est pas notre seule façon de prioriser, mais c'est hyper intéressant pour nous de connaître l'intérêt de nos clients pour chacune des fonctionnalités. Donc pour celles qui ont déjà un vote, il vous suffit de cliquer sur le petit pouce pour ajouter votre vote à celui des précédents. Sinon, ça se passe là-haut et vous pouvez upvoter ou downvoter si vous n'êtes pas d'accord avec la feature. Vous pouvez
ajouter des commentaires sur les fonctionnalités si vous avez des questions sur l'approche fonctionnelle qui a été choisie, qui est décrite un petit peu plus haut. Et également très intéressant, vous pouvez sur la droite de votre écran, donc pour ça il faut que vous ayez créé un compte GitHub, ce qui est entièrement gratuit. Vous pouvez souscrire à une fonctionnalité et vous serez automatiquement averti par email à chaque fois qu'on va apporter une modification à la description fonctionnelle de la fonctionnalité ou que cette fonctionnalité avance. Et par exemple, dans le cadre de celle-ci, on a partagé un petit peu en avant-première sur GitHub avec nos utilisateurs comment l'utiliser avant qu'elle soit disponible de façon générale à tous les utilisateurs. Voilà pour un premier aspect. Le deuxième aspect, si vous ne trouvez pas dans ce backlog fonctionnel une fonctionnalité qui vous manque, vous pouvez en ajouter et nous en proposer une. Pour ça, c'est assez simple. Vous allez dans la section Pull Request, vous cliquez sur New Pull Request, et là vous êtes accompagné en fait dans, pardon, excusez-moi, c'est pas Pull Request, c'est Issues, tout à fait, désolé. Vous allez dans Issue, vous créez sur New Issue, et là on va vous proposer, on va vous accompagner un petit peu dans la bonne manière de nous remonter une demande, de façon à ce qu'elle soit considérée plus rapidement par moi et mes collègues. Et on s'engage de manière générale dans la semaine à apporter une réponse, soit pour vous indiquer que cette feature elle est peut-être déjà présente dans le backlog sous un autre nom, soit qu'on va la considérer, soit qu'on vous invite à utiliser une autre fonctionnalité qui vous apporterait le même besoin essentiellement. Voilà pour la démarche. Alors je vais passer très très vite parce qu'on n'a qu'une heure ensemble, mais vous pouvez retrouver sur le blog d'OVH un peu plus de détails sur cette démarche, dans quelle démarche globale de transparence elle s'inscrit, et quelques astuces fonctionnelles, notamment pour retrouver des features liées à une problématique. Si vous êtes par exemple responsable de la sécurité, vous allez pouvoir retrouver toutes les fonctionnalités qui ont trait à la sécurité. Je vais tout de suite passer la main à mon collègue Jacques, qui va vous expliquer les fonctionnalités à venir de l'univers infrastructure. Donc, comme vous l'expliquait Maxime, je suis en charge du product management de la couche infrastructure pour le compute, pour une partie du network, parce que en fait j'ai un collègue qui est lui totalement dédié au network. Donc moi je gère surtout la façon dont on va consommer le network via notre public cloud, on va le dire comme ça, et je m'occupe aussi d'une bonne partie des offres storage. Avant d'aller dans le détail de cet espace et de vous expliquer ce qu'on a dans le pipe, je vais vous faire un tout petit bout d'histoire, parce que je pense que c'est important, on va prendre une minute. Donc le sens de l'histoire et l'histoire qu'il y a derrière notre roadmap sur l'aspect infrastructure est le suivant, c'est qu'on a d'un côté l'ambition d'aller sécuriser un certain nombre de fonctionnalités qu'on considère comme des primitives, pour certaines qui peuvent encore nous manquer. On a l'ambition d'aller renouveler notre offre public cloud pour une offre beaucoup plus résiliente. Donc ça, c'est sur la partie infrastructure au global. Et après, il y a vraiment un stream dédié aux offres de stockage, c'est ce qu'on va voir, avec des gros chantiers sur avoir des offres de stockage qui soient beaucoup plus alignées avec les attentes, vos attentes, les attentes du marché. Donc on va y aller rapidement. Donc dans la partie backlog, donc là, c'est des sujets qui seront adressés, qui sont identifiés, comme l'expliquait Maxime, et pour lesquels on n'a pas forcément encore les mains dedans. Le premier, c'est l'object storage avec une performance standard. Vous êtes certainement au courant qu'on a fait l'acquisition d'une société qui est OpenIO il y a quelques mois, et en fait, on est en train de transformer cette techno en une offre de stockage objet consommable, enfin ultra scalable et consommable dans notre public cloud. C'est un vrai challenge, et là, je parle que de l'offre avec un niveau de performance standard. Okay. On n'a pas encore les mains dedans, mais en vrai, on les a un peu, parce que on va bénéficier grandement de ce qui est déjà en train d'être fait sur l'offre iPerf. Ensuite, on a un sujet qui est donc Identity Federation. Là, donc on était sur une offre stockage, un gros chantier. Identity Federation, là, on est sur des fonctionnalités en fait qu'on peut considérer comme des fonctionnalités de base qui nous manquent. La possibilité de synchroniser, je dirais, la gestion
de vos rôles et de vos utilisateurs avec un annuaire externe. Secret Management, si vous connaissez le projet Barbican d'OpenStack, c'est ce sur quoi on va s'appuyer. On a déjà commencé à travailler dessus en réalité. Là, pour l'instant, on est sur quelque chose qui ressemble plus à du Vault ou à un HSM soft, mais pas encore sur le vrai produit enfin HSM qui nous permettrait de faire du secret management et potentiellement de le connecter à quelque chose en dehors d'OVH. Donc, backlog. L'upgrade vers Stein, en fait, c'est un stream qui est hyper consommateur. Toujours, hein, on a une infra OpenStack qui est de plus en plus grosse. C'est un vrai sujet. Le jour où on appuie sur le bouton, mais il faut que tout se passe bien. Donc, c'est beaucoup de travail. Et donc, c'est en backlog, parce qu'en fait, là, on est surtout focus sur le delivery, la livraison de nouvelles fonctionnalités. Ensuite, on a donc ça suit un peu les chantiers qu'on a sur le storage, c'est en fait avoir une expérience consistante et je dirais l'intégration de ces nouveaux produits aux quotas public cloud qui sont déjà en place. FS as a service, donc file storage, c'est très très attendu. En fait, on a plusieurs chantiers là-dessus. On en a au moins deux. Donc, on va fournir du file storage dans du public cloud avec une infra CFFS et une API standard Manila d'ici peu. Et il y a d'autres sujets qui sont plutôt côté Bastien pour fournir aussi du file storage via d'autres technos. Et enfin le side-to-side VPN. Donc là, on est sur des. D'ailleurs là, c'est intéressant parce que c'est remonté par. On l'a pas mis. Moi, je l'avais pas mis dans le backlog en premier lieu parce que c'est plus chez mon collègue Mathieu qui s'occupe, qui n'est pas avec nous, mais qui s'occupe du network. Néanmoins, ça a été remonté par un client et du coup, on l'a intégré ici parce que ça fait du sens de l'avoir ici. Ensuite, on va passer au sujet. Je vais essayer d'être rapide pour pas exploser le timing. Les sujets pour lesquels on a, moi, je dirais, on a les mains dedans. Mais on a encore beaucoup de travail. Donc là, on a Object Storage, High Performance. Donc je vous parlais d'OpenIO. OpenIO, c'est une super techno, mais il y a un travail monstre pour en faire quelque chose. En fait, c'était une super techno, mais qui était fait pour de l'on-prem. Là, on passe sur quelque chose du public cloud, donc quelque chose qui doit être ultra scalable, dans lequel on soit quand bien même en mesure de garantir la perf. Donc c'est le sujet, avec donc un super hardware, une super techno, l'Erasure Coding. Enfin, si vous voulez du détail là-dessus, je pourrais vous en donner, mais on a les mains dedans et c'est pas dans le coming soon parce que la target là, c'est plutôt juin pour la sortie de cette offre. Alors on se parle, load balancer as a service. C'est en train d'être fait. C'est pas dans les 2 mois, ce serait plus dans les 3 mois si je dois être ambitieux, mais ça arrive et donc ça s'appuiera sur Octavia. On pourra le consommer de manière standard avec les API qui vont bien. Block storage, high performance. Donc là, on a plusieurs sujets sur le block storage qui vont dans cette année qui vont arriver. Là, on parle d'une chose très précise, c'est en fait on change rien à notre offre bloc d'aujourd'hui d'un point de vue software. En revanche, on va renouveler le hardware. Et donc, si je dois vous donner un peu de teasing, on serait capable de faire quelque chose comme x10 sur la perf. Donc, c'est ce qu'on voit au niveau du cluster. Ça va être hyper intéressant. En termes de prix, je vais pas vendre la peau de l'ours, mais l'impact devrait être assez faible. Donc, on va avoir quelque chose qui sera, je pense, très très vertueux pour tout le monde. Bare Metal as a Service, c'est très attendu, ça s'appuie sur Ironic, un projet OpenStack. Ça fait un moment qu'on bosse le sujet, et pour être très honnête, là, d'un point de vue déploiement déploiement et consommation de la ressource, on est plutôt carré. Ce qui va nous prendre le plus de temps finalement, c'est le dernier mile avec la validation du hardware qu'on va mettre en prod, le fait d'avoir les bonnes quantités, etc. Donc c'est pas dans le coming soon parce qu'il faut qu'on se mette en confiance, mais on a les mains dedans et c'est très avancé. T2 instances, si vous connaissez les instances T1 qui sont donc des instances GPU à base de Tesla V100, les instances T2, donc c'est la gamme d'après à base qui s'appuie sur des GPU V100S. C'est des GPU qu'on utilise déjà sur des offres chez nous, mais on peut pas les consommer, je dirais, en standalone dans le public cloud, donc c'est le sujet.
HDS Conformity et ISO 27001, en réalité, ça, ce sera disponible donc, consommer une infrastructure HDS dans le public cloud, ce sera disponible en février. Donc, je devrais le basculer dans le coming soon, et c'est ce que je vais faire juste après. Et en fait, ISO 27001, on a eu l'annonce va être faite, c'est officiel de notre côté. Donc, je pense que voilà, on va passer ça dans le coming soon et ce sera released en février. Donc HDS, pour tous ceux qui sont pas au courant, c'est la possibilité en fait d'héberger des données de santé sur une infra public cloud du coup certifiée et totalement conforme pour cet usage parce qu'il y a des contraintes légales derrière. Donc voilà, on a passé le test. Et donc dans le coming soon, on a encore une fois une fonctionnalité qui fait partie des primitives très attendues, les L3 services, avec des virtual routers et des floating IPs. Là, il y a un vrai sujet, et c'est un warning si on veut, c'est que c'est une nouvelle fonctionnalité, et c'est une nouvelle fonctionnalité qui est disponible dans les régions OpenStack qui tournent sous Stein. Donc, je vous dis que ça arrive très vite, mais je vous dis que ça arrive très vite dans les régions qui tournent sur Stein, et donc c'est les dernières régions public cloud ouvertes, et c'est pour ça que voilà, il faut qu'on aille vite aussi sur l'upgrade de nos régions, il y a un sujet là-dessus. Néanmoins, la fonctionnalité sera disponible dans, a priori, au moins une région par data center. C'est la cible, je dirais, à moyen terme. Il faut qu'on aille assez vite là-dessus. Activer, désactiver l'upgrade automatique des quotas, c'est quelque chose qui intéressera surtout les resellers qui idéalement souhaiteraient que les utilisateurs qui sont admins des projets qui mettent à disposition ne puissent pas casser le plafond en termes de consommation de ressources à chaque fois. Et enfin, shared resources, donc là on parle des instances Sandbox qui sont disponibles aujourd'hui. Demain, on va avoir des instances qui vont s'appeler Discovery, qui vont s'appuyer sur un nouveau hardware, des perfs bien meilleurs, une qualité qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait sur Sandbox. Et donc ça, on a déjà le hardware, on a déjà les flavors, et là c'est une histoire de go-to-market. Donc on est en train de finir de s'aligner, encore une fois, dernier mile avec nos amis du marketing, et on espère pouvoir vous proposer ça courant mars. Voilà. Et quelque chose qui a été prodé il y a de ça quelques temps déjà, l'upgrade automatique des quotas. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour tous les clients je dirais qui grandissent avec nous, mais pas trop vite, parce qu'il y a quand même une limite à l'upgrade automatique du quota. Mais voilà, en tant que client, si à un moment donné j'étais dans une utilisation qui devenait assez sérieuse de mon quota, et que je suis qualifié, je dirais, comme client de confiance, et là il y a pas mal de critères qui entrent en jeu, et bien mon quota va être automatiquement mis à niveau. Voilà, donc ça sera transparent pour moi et je serai jamais bloqué. J'espère que j'ai pas pris trop de temps, Maxime. Non, c'est parfait. On est dans le timing prévu. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien un écran avec à nouveau Et dernier ajout, en fait, on est en train de travailler un certain nombre d'autres sujets qui vont arriver dans cette roadmap d'ici peu, notamment des fins de vie de produits. C'est des choses qui sont toujours un peu compliquées à annoncer, hein, on n'aime pas ça, mais on va devoir s'y frotter. Et donc voilà, surveillez ça. D'ici quelques temps, vous allez avoir des annonces sur notamment les fins de vie de certaines gammes VPS, même si on est dans le monde du public cloud, ça peut intéresser certains clients. Et parce que il y a des clients très anciens consommer du VPS dans notre public cloud, et également les fins de vie des instances Sandbox. Donc ça sera du backlog, mais on va commencer à y penser. Je prends le relais, donc je continue sur finalement des services qui viennent se construire au-dessus des services qui viennent d'être abordés par Jacques, qui sont les services d'orchestration et les services Cloud Native, donc essentiellement Manage Kubernetes et Manage Arbor, qui est notre service de private registry pour les conteneurs. Très rapidement, je rappelle que les certifications dont Jacques vous a parlé, ISO 27001 qui sera disponible à l'ensemble de nos clients, HDS qui sera également disponible à l'ensemble de nos clients sous condition de souscrire un niveau de support supplémentaire, ou du moins un des niveaux de support payants existants. Ces deux certifications seront accessibles sur l'ensemble des produits public cloud, que ce soit les produits d'infrastructure ou les produits Kubernetes ou même les produits data qui seront présentés par Bastien juste après.
Si j'essaie de vous résumer un petit peu l'ensemble de ces items avant de rentrer dans le détail de certains, au niveau géographique sur Kubernetes et Registry, on a prodé dans ces toutes dernières semaines, ces tout derniers mois, 3 régions supplémentaires, nos 2 régions Asie-Pacifique et en Europe de l'Est, la région de Varsovie. Ça vient s'ajouter aux 2 régions françaises qui sont disponibles pour Kubernetes, Gravelines et Strasbourg, et à notre région canadienne. On a dans le pipe, donc à nouveau, c'est vrai que j'étais passé un petit peu rapidement sur la présentation, mais pour rappel, vous pouvez lire cette colonne comme les développements ont commencé. Pour autant, la mise à disposition ne sera pas dans les 2 prochains mois. On va déployer le service Kubernetes dans nos 2 régions, nos 2 data centres nord-américains, USA, et également dans les 2 derniers data centres dans lesquels n'est pas disponible en Europe, à savoir le Royaume-Uni et l'Allemagne. Le service Registry sera également disponible aux US. Et un petit peu plus loin, alors sans date comité, mais avec l'engagement de proposer ce service, on va également proposer des clusters Kubernetes distribués sur plusieurs régions. Notre premier périmètre, et ce sera décrit dans le détail de ce ticket, ça va être des clusters multi-régions sur la zone France pour encore augmenter la haute disponibilité du service. Si je reviens sur des aspects proches de ceux qui ont été abordés par Jacques, à savoir les aspects de performance liés directement ou indirectement aux primitives de stockage et d'infrastructure qui sont en dessous de ce service Kubernetes, eh bien, on va être compatible, donc là, dans les 2 prochains mois, avec les gammes dont Jacques vient de vous parler, les gammes qui vont venir en remplacement de nos gammes Sandbox, sur lesquelles on avait décidé de ne pas déployer le service Kubernetes parce qu'on n'était pas capable de garantir des performances suffisantes avec la stratégie de bin packing de Kubernetes. La bonne nouvelle, c'est que sur cette nouvelle gamme qui fait un gap de performance important, on a pu mener des tests et on est très confortable de vous les proposer. Ça va vous permettre, notamment dans des scénarios de cluster Kubernetes de test, de staging, de développement software, d'avoir des clusters Kubernetes hautement disponibles avec des machines à un tarif d'entrée plus faible que ce que vous avez aujourd'hui. La compatibilité avec les nodes GPU, alors que ce soit les nodes GPU actuels, hein, c'est l'objectif de ce ticket, ou les nouvelles générations de GPU dont Jacques vous a parlé précédemment. Après avoir discuté avec des clients, mais aussi avec mes collègues, on a décidé de changer un peu notre stratégie sur cet aspect-là et d'aborder finalement ce qui est un petit peu le standard de marché, à savoir de rendre disponibles les flavors GPU en laissant la responsabilité, mais aussi la liberté aux clients de déployer les composants logiciels nécessaires à l'exploitation de ces GPU, notamment les drivers NVIDIA qui font le plus de sens pour vous, dans la configuration qui fait le plus de sens pour vous. On est sur la dernière ligne droite ici, et c'est une question de semaine avant qu'on permette à tous nos clients Kubernetes d'exploiter les GPU directement dans Kubernetes. Au niveau des offres de compute, donc on aura à partir de ce moment-là accès à tout le catalogue de compute du public cloud. Et puis si on regarde un petit peu dans le futur et de ce qui va sortir sur 2021, on va être compatible avec les nœuds bare metal dont Jacques vous a parlé précédemment, basés sur Ironic. On va aussi vous permettre, dans des modalités qu'on est en train d'évaluer en ce moment, on est preneur de vos besoins et de vos infos, encore une fois, en tant que commentaire dans ce ticket. On va vous permettre d'ajouter des nœuds de compute dans l'écosystème OVH Cloud qui ne seront pas nécessairement des nœuds de compute gérés et managés par notre équipe. On a eu des échos de quelques-uns de nos clients, alors c'est un très faible pourcentage, mais à l'échelle des clients Kubernetes, ça représente plusieurs dizaines de clients maintenant, qui ont envie soit d'avoir des choix d'OS software un petit peu différents, des configurations kernel un petit peu différents, ou d'exploiter des offres de compute externes à l'écosystème public cloud dans Kubernetes. Et on est en train de réfléchir à vous permettre de démarrer ces machines et de les installer comme vous le souhaitez, tout en bénéficiant d'un control plane entièrement managé. Et le dernier point, et je sais que c'est sûrement le plus demandé parmi ceux qui sont actuellement affichés à l'écran, c'est la capacité d'avoir du stockage persistant read-write-many, pour prendre du jargon Kubernetes, c'est-à-dire partageable à un instant T entre plusieurs nœuds de travail Kubernetes en lecture et en écriture. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir vous proposer prochainement, basé sur le ticket qui vous a été présenté précédemment par Jacques et notre offre de file storage as a service, donc à l'horizon du printemps.
Maintenant sur le plus grand morceau qui est finalement les aspects fonctionnels, un petit regard dans le rétroviseur aussi peut dire qu'on a beaucoup travaillé sur la capacité d'automatiser, faire grandir ou rétrécir d'ailleurs dynamiquement vos clusters Kubernetes avec la notion de node pool, donc d'ensemble de nœuds que vous allez pouvoir gérer via votre espace client, mais aussi directement via les API et les systèmes d'autoremédiation de Kubernetes. On a enrichi ces fonctionnalités récemment avec la capacité d'exploiter une fonctionnalité du niveau infrastructure qui est l'anti-affinité, donc garantir qu'un pool de nœuds va être démarré sur des racks de machines différents pour encore une fois augmenter la disponibilité de vos services dans les rares cas d'incident. La capacité de venir consommer également de la facturation au mois pour diminuer vos coûts de cluster Kubernetes. Et on va continuer dans cette direction avec le node pool autoscaling. Alors on vient de rentrer en phase de alpha test avec nos équipes en interne il y a moins d'une semaine sur la feature et on va la proposer en bêta dans les semaines qui viennent et un lancement dans les 2 prochains mois, lancement commercial dans les 2 prochains mois. Euh, Toujours dans cette continuité d'automatisation et d'intégration à des outils d'industrialisation. Autre grande feature très attendue, l'ajout de la ressource type cluster Kubernetes dans le driver Terraform d'OVH Cloud. C'est très très demandé, on vous a entendu là-dessus. On sait qu'on a été un petit peu long à mettre à disposition cette feature, c'est parce qu'on voulait le faire d'une manière qui soit stable dans le temps et vous oblige pas à reconfigurer vos outils. Donc là aussi, c'est une question de semaine. Les développements sont terminés pour être transparent, mais on est en train de travailler les aspects documentation et test de cette nouvelle ressource Terraform. La compatibilité avec le réseau privé interrégion d'OVH. Alors si vous cliquez dans ce ticket, vous pouvez déjà consommer cette feature en fait sous forme de bêta publique. Elle va être ajoutée à notre espace client dans les prochaines semaines et on va officiellement la placer sortir de bêta finalement à la fin du mois de février. Puisqu'il nous manque un élément essentiel en écoutant vos retours, qui est la compatibilité de cette fonctionnalité avec une fonctionnalité qui est disponible depuis le printemps maintenant chez OVH Cloud, qui est le load balancer intégré à Kubernetes. Et on souhaite que ces deux fonctionnalités puissent fonctionner entre elles, c'est-à-dire que vous puissiez avoir tout votre cluster Kubernetes isolé de l'Internet au sein d'un VRAC, mais pour autant la possibilité d'exposer certains de vos services publiquement au travers du load balancer intégré. Et c'est quelque chose qui va être mis à disposition à la fin du mois de février. Si je continue sur les aspects fonctionnels, on ne va pas oublier notre produit Private Registry. Sur le produit Private Registry, on va monter en version d'Arbor. Alors, si je traduis ça très concrètement en tant que feature, on reste compatible avec les images de conteneurs et avec les packages Helm, qui sont une grosse majorité des usages, mais on va aussi agrandir la compatibilité avec tous les artefacts qui sont compliant avec le standard OCI, et notamment des modèles de machine learning où voilà, il y a tout un écosystème software qui vient utiliser ce format de package standard, et vous allez pouvoir mettre tous ces types de packages qui sont parfois spécifiques à des cas d'usage ou à des industries spécifiques au sein de ce registre sécurisé et privé. Évidemment, les montées de version de Kubernetes, elles ont lieu tous les trimestres. Donc, on a réalisé il y a un peu plus d'un mois maintenant Kubernetes 1.19. On travaille sur Kubernetes 1.20 activement en ce moment. Et on continuera au fur et à mesure des quarters d'activer les nouvelles versions Kubernetes avec à chaque fois la capacité de passer d'une version à l'autre de manière totalement automatisée. Et si je finis sur les aspects fonctionnels, des fonctionnalités de sécurité avec la capacité de n'autoriser que certaines plages d'IP à accéder à votre API serveur Kubernetes. Là aussi, la feature en fait est techniquement disponible, elle n'est juste pas exposée dans notre espace client, c'est pour ça qu'elle ne se retrouve pas dans le changelog, mais si vous allez dans le ticket qui est ici, vous pourrez voir comment l'utiliser dès aujourd'hui en faisant quelques appels d'API. La capacité, et ça va de pair avec la fédération d'identité dont Jacques vous a parlé précédemment, vous allez pouvoir en bénéficier un petit peu en avance de phase sur Kubernetes. Donc la capacité à synchroniser les utilisateurs et les droits de votre Kubernetes avec une autorité OpenID Connect de votre choix, déployée chez OVH ou accessible sur Internet.
Le système de restriction d'IP pour encore sécuriser au-delà du airbag qui sont intégrés à ces produits sera également disponible sur notre produit Managed Private Registry. Et on va également vous donner la possibilité de consulter les logs d'audit de Kubernetes. Là aussi, la feature est en train d'être finalisée. On va la proposer en API dans les toutes prochaines semaines et elle sera disponible dans l'espace client dans un peu plus de 2 mois. C'est pour ça qu'elle se trouve tout en haut de cette colonne. Voilà, j'ai à peu près tenu le timing moi aussi et je vais passer la main à mon collègue Bastien sur les aspects data, AI et base de données. Impeccable. Bonjour à tous, donc moi je suis Bastien Verdeboul, Product Manager pour tout le périmètre data. Aujourd'hui, du coup, l'objectif c'était de vous montrer ce qui va arriver, mais aussi ce qui est arrivé, parce que c'était une année assez particulière pour nous, parce que déjà, bien sûr, c'était assez compliqué, mais on n'a pas chômé sur le périmètre data IA. Beaucoup de nouveautés, donc potentiellement vous ne les connaissez pas. Donc avant de me permettre de présenter la roadmap, je vais d'abord partir sur ce qui était fait. En fait, si vous en faites aujourd'hui, l'intelligence artificielle, si vous n'en faites pas, ça nécessite une pipeline entière. On part d'une idée, on veut faire quelque chose pour arriver à un objectif. Et pour ça, pour ce process, il va falloir non pas un seul outil, mais un service d'outillage. Voilà. Et tout ça, aujourd'hui, maintenant, on est content parce que depuis l'année 2020, on peut enfin avoir toute cette pipeline. On a le stockage depuis longtemps avec de l'object storage compatible à Amazon S3, mais 3 nouveaux produits sont arrivés au cours de l'année. Quelque chose qui s'appelle data processing pour processer vos data. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des énormes quantités de data, vous allez pouvoir facilement, avec Apache Spark, si vous connaissez ce framework, les agréger, les anonymiser, faire ce que vous voulez. Si vous connaissez la concurrence avec Databricks ou avec EMR ou ce genre de choses, c'est des clusters Apache Spark, mais qui sont gérés par OVH. Donc on simplifie déjà cette première étape qui est d'avoir des données qualifiées pour en faire quelque chose ensuite. Une fois qu'on a des données qualifiées et qu'on a quelque chose qui est utilisable, derrière, souvent, on a besoin de puissance. On a besoin de puissance pour diverses raisons. Bien souvent, c'est de la puissance GPU pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et cette puissance, souvent, ceux qui l'utilisent, ce sont des profils type data scientist ou développeurs dans tous les cas. Et ces gens n'ont pas envie de mettre les mains entre guillemets dans le cambouis, n'ont pas envie de se connecter en SSH, n'ont pas envie de se connecter à des instances Linux et de faire des mises à jour, etc. Donc on a lancé un produit qui s'appelle iTraining qui vous permet d'avoir des notebooks. Donc des notebooks, c'est pour coder directement dans son espace client, dans son navigateur web, des notebooks reliés à des processeurs graphiques, à des GPU, 1, 2, 3, 4. Et le tout as a service, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de les démarrer vous-même, tout est fait chez nous. Et enfin, le troisième produit, c'est qu'une fois qu'on a réalisé quelque chose, qu'on a eu des données, qu'on a entraîné, qu'on a compris, qu'on a réalisé un modèle, souvent on se dit ok, c'est bien. J'ai quelque chose, par exemple, qui va analyser la fraude ou qui va reconnaître des images. Et je vois qu'il y a, enfin, dans la liste des gens qui sont ici, je vois les startups qui sont là comme Pixelia, c'est typiquement ce qu'ils savent faire aujourd'hui. Il faut le mettre en production pour que non pas une seule personne puisse l'utiliser, mais des centaines, des milliers d'appels puissent être faits comme ça toutes les heures, toutes les minutes. Ça, c'est un cycle de production sans outil qui va prendre 6 mois, mais avec cette dernière étape, ML Serving, on prend votre modèle et on le déploie en production et on va l'automatiquement scaler, c'est-à-dire ajouter ou supprimer des ressources pour que votre modèle soit en production et tourne. C'est-à-dire qu'on va monitorer tout ce qui est puissance, tout ce qui est CPU, tout ce qui est RAM, et en fonction de la charge qu'il y a sur votre modèle en cours d'utilisation, on va derrière rajouter ou supprimer de la charge en fonction des critères que vous avez sélectionnés. Donc ces 3 outils, ces 3 produits sont maintenant dans l'espace client. Si vous allez dans l'espace client sur le menu de gauche, vous avez 2 nouvelles catégories, AI et Machine Learning et Data et Analytics. Donc ces produits sont ici. Tout ce qu'on fait dans l'espace client, bien sûr, quand on commence à automatiser, on veut le faire ensuite par ligne de commande ou par API. C'est l'idée ici, c'est-à-dire que tout ce qui est fait, que ce soit le lancement de notebook, le lancement de GPU, la processisation de data, tout ça se fait bien sûr facilement pour débuter, pour comprendre, pour tester par espace client, tout est graphique. Et ensuite, si vous voulez le réaliser vous-même de manière beaucoup plus avancée, derrière, on va pouvoir le faire justement par ligne de commande. Ok, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Désolé, je ne vois pas les questions en même temps. Donc maintenant, on va parler roadmap. Donc, je retourne sur GitHub dans la partie database, data et AI. Et je vais y aller par produit.
Pour data processing, tout comme le reste du périmètre, on va réussir à mettre tout ça en fait dans tout ce qui est périmètre ISO et périmètre HDS, c'est-à-dire qu'on vise la conformité à ISO fonctionnelle, y compris pour tous les produits data que je vous ai présentés. Et on vise également, bien sûr, à le proposer dans des nouvelles régions. Pour data processing, ce qui a été fait récemment, c'est la compatibilité avec Spark 3.01. Et l'objectif maintenant, ça va être d'intégrer bien sûr nativement toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver au sein de Public Cloud, comme le stockage haute performance d'Object Storage ou autre. Pour le deuxième produit qui est AI Training, ce qui est arrivé bien sûr en release, c'est le fait qu'on l'ait fait. Voilà, c'est apparu en novembre, c'est assez récent. Encore une fois, on cherche à être dans le périmètre HDS, ce genre de choses. Et par la suite, l'objectif, c'est de le proposer au Canada et avec plus de flavors. Les flavors, ce sont la puissance que vous lancez. Aujourd'hui, on peut lancer jusqu'à 4 GPU par job, c'est-à-dire on peut lancer 4 GPU en parallèle sur un notebook, mais on peut lancer bien sûr 100 GPU si on a envie de 100. Des clients nous demandent des processeurs classiques, des CPU avec cette technologie. Donc c'est quelque chose qu'on va faire également. Et ensuite, pour quelque chose qui pourrait vous intéresser, les bases de données. On a un retard sur les bases de données managées, on le sait. On veut récupérer ce retard, non pas en vous amenant seulement MySQL ou seulement MariaDB ou ce genre de choses. On veut ramener des bases de données relationnelles et des bases de données non relationnelles rapidement et avec du service. Donc c'est pour ça, je ne peux pas trop vous en dire puisqu'il y a des choses auxquelles on n'a pas encore divulgué publiquement, mais l'idée c'est vraiment de vous apporter des services en plusieurs phases. Et au cours de l'année fiscale qui arrive, donc au cours de cette année calendaire, dans les 6 mois, ce qu'on souhaite, c'est avoir du relationnel avec MySQL, PostgreSQL, MariaDB, mais aussi ce qu'on appelle du NoSQL avec par exemple MongoDB, Redis, Kafka, ce genre de choses. Donc là, le but du jeu, c'est de l'avoir dans l'espace client, en pay-as-you-go, automatisable et avec des options de haute disponibilité. C'est-à-dire que quand vous démarrez une base de données, vous aurez le choix entre des choses, on va dire, pré-production, etc., sur une seule machine virtuelle ou des choses sur 2, 3, 4, en clusterisé sur plusieurs machines virtuelles. Et le tout en respectant les standards qui sont les nôtres avec des choses bien en France, avec des données qui soient donc dans un cloud qui est contrôlé et maîtrisé. Donc ça, j'ai pas de date précise dans le sens où c'est encore en cours de développement, mais si on fait ces sessions dans 3 mois, j'espère qu'en tout cas les tests seront ouverts. Voilà. Ça, c'était pour les bases de données managées. Qu'est-ce que j'aurais oublié d'autre? Non, c'est à peu près tout. Voilà, ce sont des produits qui sont assez neufs. J'ai vu aujourd'hui les sociétés qui participaient à ce panel. Il y a beaucoup de sociétés qui font de la data. Aujourd'hui, vraiment, si vous utilisez des produits de type SageMaker chez Amazon ou des choses on-premise avec des GPU on-premise ou de la data on-premise, n'hésitez pas à nous contacter parce que notre portfolio a vraiment été enrichi et on cherche beaucoup plus de feedback, beaucoup plus de retours pour prioriser notre roadmap. C'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, c'est pour commencer à créer du lien. Et l'objectif, ça va être aussi de prioriser ce qui arrive. Et vu qu'on a accès en tant que product manager aux équipes techniques, c'est nos retours qu'on va prioriser. Donc si demain vous dites, tiens, mais j'aimerais ce framework-là dans tel produit, j'aimerais plus de performance, plus de puissance, on est là pour ça. On est là pour prendre les feedbacks et du coup, n'hésitez pas. Une première question à laquelle je vais répondre et puis après je laisserai la main à Bastien et à Jacques sur d'autres questions. Une question qui nous a été demandée, c'était est-ce que le périmètre HDS ISO 27001 sera différent du périmètre standard sur Public Cloud? Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité supplémentaires qui ont été mises en place? Alors ma réponse, elle va être un petit peu différente sur ISO 27001 et sur HDS. Sur ISO 27001 et sur HDS d'ailleurs, on est bien sur le périmètre fonctionnel de l'ensemble des fonctionnalités de l'univers Public Cloud. Pour ISO 27001, ce sera disponible pour l'ensemble de nos clients dès que ça va être annoncé, et c'est une question de semaines maintenant, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. En fait, finalement, vous pourrez indiquer que les produits sur lesquels vous fonctionnez bénéficient de cette certification.
Pour HDS, en revanche, il y aura un échange à faire avec nos équipes commerciales, puisqu'effectivement, le cadre HDS en fait, va vous obliger à utiliser les fonctionnalités d'OVH Cloud, par exemple l'identification multifacteur lorsque vous connectez à notre API ou à notre espace client. Elle nous oblige aussi à s'engager sur des temps de réponse au niveau du support qui vont vous obliger à souscrire à un niveau de support payant chez nous. Donc pour HDS, il y a un petit process d'onboarding un peu spécifique. Par contre, au niveau fonctionnel, c'est bien l'ensemble des produits de l'univers public cloud qui seront couverts. Et du coup, j'étends en m'engageant un petit peu, mais Bastien n'hésite pas à me corriger. Une question un petit peu liée à ça. Et est-ce que les bases de données managées seront bien couvertes par ces 2 niveaux de certification? Je ne sais pas si elles le seront au jour du lancement. En tout cas, je confirme que notre objectif, c'est que l'ensemble des services présents et à venir de l'univers soient couverts par ces 2 certifications et d'autres certifications à venir. Oui, alors c'est des organismes extérieurs qui viennent en fait auditer ce genre de choses, j'ai plus le nom en tête. Donc les bases de données n'étant pas là quand ils ont audité la première fois, ce ne sera pas au périmètre du jour 1, mais c'est vraiment l'ambition, comme tu dis, maintenant qu'on connaît les process et qu'on sait maîtriser ça fortement, ce sera pas long. Voilà. Donc c'est bien l'envie, c'est que tout le public cloud soit certifié. Enfin certifié, compliant. Pardon. Une deuxième question du coup, quel data center pour Stein? Je pense que c'est pour toi, Jacques. Ouais. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Stein, c'est aujourd'hui, donc à l'heure où on se parle, c'est disponible dans une région qui se trouve à Gravelines. Et donc, il y a 2 sujets pour Stein. Il y a toutes les nouvelles régions public cloud. Quand on va démarrer une nouvelle région dans n'importe quel data center, elle va tourner sous Stein, c'est une certitude. Donc, enfin voilà, je peux vous dire sans trop prendre de risques que court, moyen terme, on va avoir donc Gravelines qui sera couvert, Strasbourg et Beauharnois. Pour les autres régions, ça peut arriver un peu après, parce qu'en fait, c'est le scale des régions qui est concerné. Quant à l'upgrade et du coup la mise à disposition de la fonctionnalité dans toutes les régions un peu, qui précèdent l'arrivée de cette fonctionnalité et qui sont pas sous Stein du coup. Là, c'est quelque chose qu'on travaille. J'ai peu d'espoir qu'on soit capable de livrer ça sur l'année 2021. En revanche, 2022, à coup sûr, enfin, ça doit être fait. Ouais. Et du coup, pour compléter, parce que c'est peut-être aussi c'est intéressant de le savoir, c'est pas parce qu'en fait, par exemple, la Gravelines, on n'a que la région Graneuf qui est sous Stein, que c'est problématique. C'est-à-dire que si enfin bref, si vous n'avez cette région n'est pas disponible pour vous aujourd'hui, ça ne coûte rien, de vous l'activer et vous pourrez bénéficier de la fonctionnalité de manière transparente en ayant votre infra dans une autre région de Gravelines. Il y avait une question pour moi. Donc, sur les databases, avez-vous l'ambition d'avoir un service équivalent à RDS sur Amazon? Donc, RDS, c'est exactement ça, c'est des bases de données managées relationnelles. C'est le leader du marché. Et ce qu'on vise, c'est ça, avec des choses propres à nous, le fait que ce soit, par exemple, du trafic entrant sortant qui soit inclus, ce genre de choses. Mais l'idée, ce sont des bases de données relationnelles ou NoSQL managées, démarrable en quelques clics, en quelques minutes, avec les métriques, avec tout ce que vous voulez, des backups automatiques et de la haute disponibilité en option. Donc c'est totalement ça. Si vous connaissez aussi ceux, par exemple, de Digital Ocean ou ce genre de choses, on s'approchera plus d'une simplification entre les deux, un mix des deux, quoi, mais c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée. Une question peut-être qui est liée, que tu peux adresser sur la frontière des 4 gigaoctets. Alors, je ne sais pas pourquoi cette question a été posée, tu Oui, peux peut-être rassurer si, il y en l'audience. a une. Alors aujourd'hui, comment faire aujourd'hui sans ce produit? En fait, depuis longtemps, chez OVH, on connaît les databases, puisqu'on en a 1,5 million qui tournent dans l'univers web hosting. On a 1,5 million de bases de données qui tournent avec une équipe de 8 personnes. Donc c'est juste gigantesque. Et ces gens-là, en fait, depuis déjà 3 ou 4 ans, se sont dit que leurs produits, on aurait pu le donner en fait à tous les acteurs du cloud, en fait, type un VPS, un serveur dédié. Donc ce produit existe déjà, sauf que leur technologie ne permet pas d'aller à plus de 4 gigas. Voilà, donc c'est des bases de données qui sont managées, qui sont backupées, qui sont très bien, mais elles ont que le réseau public et elles sont à 4 gigas maximum et pas clusterisées. Donc pour des besoins plus performants, etc.,
c'est pour ça qu'on fait un autre service, une autre solution qui va arriver et qui est basée sur une technologie totalement différente. Pour faire simple, en fait, l'autre côté, c'est que c'est basé sur des conteneurs qui sont backupés, etc., qui fonctionnent très bien. Et tous nos clients, aujourd'hui, on n'en aurait pas 1,5 million si ça se passait mal. Mais on va baser en fait notre techno de l'autre côté sur des machines virtuelles dédiées et qu'on pourra clusteriser et mettre dans des réseaux privés. Donc c'est pas du tout il n'y aura pas de limitation à part de souvenir la taille de nos machines virtuelles les plus grosses, donc on sera jusqu'à 512 Go de RAM par nœud. Et il y a une troisième question sur les DB, donc j'en profite. Quelle intégration avec Hosted Private Cloud? Alors déjà, Hosted Private Cloud, c'est un concept de cloud privé. Vous avez pour vous des machines, plus du stockage, plus du réseau. Hosted Private Cloud, on en a aujourd'hui sur VMware, et je travaille dessus, donc je peux en parler aussi. On en aura bientôt sur Nutanix, et pourquoi pas demain encore sur autre chose, parce qu'il y a pas mal de software sur le marché. Ces solutions-là, par définition, ce que cherche un client, c'est d'avoir des choses qui sont justement privatisées. Vous pourrez bien sûr connecter des bases de données managées, mais en fait, ça va être par des réseaux privés. Il n'y aura pas d'interface unique ou ce genre de choses, puisque les produits, la promesse n'est pas du tout la même. Si vous cherchez des bases de données managées dans du private cloud, en fait, on est en train justement de travailler avec les couches supérieures de VMware, de Nutanix, qui proposent des bases de données et qui seront inclus par définition sur ces produits-là. Donc, pour résumer, vous pouvez aller relier, mais d'un côté, il y aura des databases dans le public cloud, de l'autre côté, votre private cloud à vous. Mais vous pouvez totalement les relier et les faire fonctionner ensemble. Ça y est, c'est pas un souci. Hop, je prends le relais parce que c'est un petit peu dans la continuité de ta question. Une question nous a été posée sur est-ce qu'on va profiter pour ajouter des services autour de la plateforme as a service du PaaS. Là aussi, j'ai plusieurs angles de réponse. Le premier, c'est que je ne sais pas si c'est une question de semaine ou de mois, mais on a annoncé publiquement lors de notre écosystème expérience la construction d'une offre intégrée avec un acteur qui s'appelle Plateforme SH. Qui est un des acteurs majeurs, en tout cas pour l'Europe, des offres plateformes as a service. Donc ça va être annoncé par nos collègues dans les semaines ou les mois à venir. Donc oui, on va proposer au travers de cette offre intégrée une offre de plateforme as a service, mais un petit peu dans le même esprit de réponse que ce que tu viens d'apporter, Bastien. On travaille aux côtés de notre offre VMware à une autre offre de hosted private cloud. Donc là, on sort de l'écosystème public cloud. Une offre hosted private cloud avec une couche logicielle qui sera développée par Google, qui est la couche logicielle aujourd'hui distribuée sous le nom d'Anthos, qui va donc au-dessus de Primitive Kubernetes apporter un écosystème de container as a service. La marque commerciale, c'est Anthos Cloud Run. Donc pour les applications containerisées, on aura également cette alternative, mais pour le coup en mode hosted private cloud, donc avec une granularité de consommation un petit peu supérieure, mais un périmètre bare metal dédié. Au sein du public cloud, pour l'instant, on a prévu de s'arrêter à la couche Kubernetes. Alors il y a tout un tas de projets open source, je pense à des acteurs comme OpenFaaS ou comme Knative que vous pouvez assez facilement déployer sur notre offre. D'ailleurs pour Knative, on a une documentation sur la documentation d'OVH qui vous montre comment le faire en moins d'une dizaine de lignes de commande. Mais on n'a pas d'offre managée prévue à court terme à ce niveau-là. On a plein d'autres questions qui sont tombées. J'en prends une là, parce que j'étais dessus. Le fait de pouvoir éteindre des instances et stopper le paiement des instances hors ligne, en fait, le dev est quasi fait, quasi fini. Donc, il y a deux choses. Arrêter le fait de pouvoir éteindre une instance et donc ne plus payer pour cette dernière. Et donc ça, c'est shut off. Et il y a le shelve aussi. Donc, comment dire, suspendre, je dirais, l'utilisation qu'on fait des ressources avec la possibilité de les redémarrer à tout moment. Et là, ça suppose, comment dire, dans un cas, donc le shut-off, on va continuer de payer pour la ressource parce qu'elle est toujours réservée. C'est pas parce que j'éteins une instance que je libère les ressources. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Dans l'autre cas, dans le shelve, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer les ressources, sauf l'IP, parce que ça nous intéresse. Et donc, par contre, on va être facturé pour le stockage, parce qu'on va devoir stocker le contenu du disque de l'instance. Et donc voilà. Donc il y aura la possibilité d'éteindre, mais ça vous fera pas gagner d'argent. Ça, c'est ce qui est vrai aujourd'hui. On va retravailler ça dans un futur plus ou moins lointain. Et de l'autre côté, il y a le shelve, où là, vous
vous paierez moins parce que vous ne paierez que le stockage nécessaire à héberger les données de votre disque en attendant de redémarrer. Peut-être de précision que ce deuxième aspect, en fait, c'est le comportement qu'on retrouve chez la plupart de nos concurrents, hein, où vous continuez à payer, mais uniquement pour le stockage des données qui étaient stockées sur l'instance, et que cette fonctionnalité, elle est déjà disponible au travers de l'API d'OpenStack. OpenStack, Elle n'est ouais. pas facilitée via notre espace client, mais si vous Ah. utilisez les outils d'OpenStack, vous pouvez déjà en bénéficier sur l'ensemble de nos régions. Donc quand je dis que le dev est en train d'être finalisé, surtout pour le shell, parce que shutoff c'est déjà fait, mais c'est rendre ça disponible en plus donc c'est déjà disponible dans l'API OpenStack, mais dans l'API V6 OVH et aussi dans le manager. Comment priorisons-nous, nos questions de Skander, comment priorisons-nous les fonctionnalités dans la roadmap pour tout ce qui est AI? Et c'est, je pense, aussi valable ce que je vais dire pour mes collègues. Comment on priorise? On priorise déjà quand il y a un potentiel marché, parce qu'on ne travaille pas au final pour le fun. En fait, on fait quand même ça pour nos clients. Donc, en fonction du nombre de demandes, de ce qu'il y a, de prospects qui le réclament et de ce qu'on voit du marché. C'est-à-dire qu'on connaît très bien la concurrence. On l'utilise de manière très régulière, on sait comment ça fonctionne, on sait ce qui est apprécié. On ne court pas non plus au rush pour faire du buzz de telle ou telle feature, mais on va prioriser déjà parce qu'il y a un potentiel et aussi parce que effectivement, c'est pas forcément une nouvelle feature, c'est en fonction du temps en fait dans les équipes. Des fois, on va prioriser de la fiabilisation, des outils pour le run, ce genre de choses. Et donc, dès qu'on est en termes de nouvelles features, on va les prioriser en termes du potentiel et du temps imparti. Donc, ça, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas aujourd'hui. Et donc maintenant, l'objectif, c'est que des clients qui utilisent déjà le public cloud soient de plus en plus mis en avant. On aurait adoré le faire dans les bureaux tous ensemble et discuter toute la journée. Bah là, la situation ne le permet pas. Mais c'est ce qu'on veut redémarrer, qui existait quand je suis arrivé chez OVH il y a 6 ans, qui étaient les matinales, et qu'on veut redémarrer de manière beaucoup plus, on va dire, une sorte de noyau dur de personnes qui sont intéressées pour nous aider pour ça. Voilà, que ce soit du donnant-donnant. Une petite question un peu facile et rapide à adresser, mais qui dénote, je pense, peut-être un travail d'expérience utilisateur qu'on doit continuer à faire de notre côté sur la possibilité d'activer le backup sur le block storage. C'est une fonctionnalité qui là aussi est bien disponible. Alors en tout cas via les API et via la UI d'OpenStack qui s'appelle Horizon. Je crois qu'elle est aussi disponible dans notre espace client pour le block storage. Si vous allez sur un disque en particulier, vous devez pouvoir déclencher un backup. Donc c'est bien disponible. Alors, moi, j'avoue que je suis pas apte, j'ai pas suivi le dossier. Si quelqu'un... Est-ce Alors, que nos services seront alors, disponibles avec Secnum Cloud? oui, alors l'ambition, c'est que oui, c'est une super ambition. On veut que notre public cloud soit compliant, en conformité avec cette norme. Ça va pas se faire demain. Il y a des choses intermédiaires qui devraient arriver. Je sais pas si je peux en parler parce que en fait notre objectif c'est d'être en capacité de servir dans un futur très proche tous les clients qui sont en attente de Secnum Cloud. Parce qu'en fait on connaît déjà le jeu de contraintes, il est clair et net et on peut déjà commencer à travailler ensemble sans avoir le tampon officiel. Voilà. Et donc il y a une offre qui va intervenir, qui va aller dans ce sens-là, qui concernera Public Cloud mais pas que. Et donc tous les clients qui sont en attente de Secnum Cloud devraient avoir devraient voir arriver des annonces très vite. Peut-être préciser deux choses en deux mots pour ceux qui connaissent moins le sujet. C'est que Nuclad, c'est un label franco-français en fait délivré par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité informatique, et indiquer qu'on a un autre produit de VH Cloud, pour le coup, qui est notre hosted private cloud basé sur VMware, qui vient d'obtenir cette certification et qui est le deuxième produit d'infrastructure en France à obtenir cette certification. Donc c'est une certification qui est aujourd'hui obtenue par 4 acteurs, dont seulement 2 acteurs de l'infrastructure, et notre offre Hosted Private Cloud en fait partie. Donc après pour le reste tout a été dit, hein, Jacques, tu as raison. Ce sera disponible donc sur Hosted Private Cloud en avril. Très bien. On a des questions. Alors,
Alors, plus qu'une question, je pense que c'est une remarque qui est tout à fait pertinente et dont on a conscience et les équipes travaillent dans ce sens, même si je sais que ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait, sur la lenteur de notre control panel web. C'est quelque chose dont on a bien conscience, particulièrement pour les clients qui ont une infrastructure de grande taille ou qui sont à cheval sur des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Europe. Il y a plein de choses qui sont en place pour améliorer ça. En tout cas, c'est bien noté, c'est bien remonté et voilà, on en a conscience, on en a conscience en interne et on y Il évolue travaille. quand même tous les mois, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on voit pas, c'est qu'ils ont énormément fait de travail sur tout ce qui est framework en fait web qui sont utilisés, parce qu'on avait un découpage en fait historique entre le web, entre le cloud, les serveurs dédiés. Déjà, la première étape, c'est de dire bon, tout ça, il faut qu'on le rationalise et l'homogénéise pour ne plus maintenir 4 éléments, mais bien un seul framework web à l'intérieur. Donc ça, c'est fait, sauf Télécom qui n'est pas terminé. C'était la première étape, et ensuite de créer des jeux de composants, donc ce qu'on appelle un UI kit qui soit plugué à tout ça. Pour l'instant, l'univers public cloud est totalement sur ce nouveau kit. Il reste des modifications à faire côté private cloud et côté web hosting. Et ces équipes-là vraiment travaillent. Si vous suivez, là, ils ont tout leur code qui est sur GitHub. N'hésitez pas à aller voir le nombre de commits qu'ils font tous les mois. Honnêtement, c'est bien. Après, effectivement, on va leur remonter encore une fois. Ils ont un problème qui est un peu intrinsèque à OVH, c'est que tout est lié sur l'API. C'est-à-dire que le manager arrive sur l'API OVH. Donc, si vous voulez voir des informations à l'intérieur, vous êtes obligé d'appeler les API en permanence. Et ils sont en train de monter des caches en fait d'API, on va dire des proxys qui vont réussir à prendre l'information pour la libérer plus facilement. C'est déjà le cas sur quelques appels. Et le but du jeu, c'est justement d'aller encore mieux sur ces étapes-là. Et sur toutes les et donc ce que tu dis c'est vrai Bastien, sur toutes les offres à venir, il y a des vraies questions qui se posent sur la façon dont on va construire les API, donc la régionalisation de nos API. Enfin, c'est des sujets qui voilà qui coûtaient très cher en termes de refacto sur les produits legacy. Sur toutes les nouvelles offres, on va pas reproduire tout ça et je pense que ça nous aidera aussi à avoir une expérience bien meilleure sur l'espace client. GPU, est-ce qu'il est prévu d'avoir des GPU moins onéreux que les V100? Donc là, ouais, V100, V100S, c'est vrai que c'est un peu la Rolls. On est conscient Ils sont de, pas, ils sont pas si onéreux que ça chez nous, en fait. Ils sont quand même les moins bah, chers du marché. alors, ouais, Ouais. si on compare, toute la compétition à ce niveau de performance, donc V100, V100S, je pense qu'on est très bien positionné. Je pense que la question c'est plus d'avoir un prix d'entrée un peu plus intéressant pour faire du GPU. Et c'est T4 qui ressort très souvent parce que c'est celle qu'on retrouve un peu partout. C'est dans la roadmap. Je ne sais pas si ce sera T4, tout va très vite, mais c'est dans la roadmap là. Voilà, ça ressort pas comme ultra prioritaire face à tout ce qu'on a à faire en termes de fonctionnalités et je dirais de nouvelles range hardware parce qu'on a déjà des GPU. Mais voilà, je peux vous dire que d'ici la fin d'année, voilà, d'ici septembre, on devrait voir arriver des trucs sur une nouvelle gamme GPU avec des GPU plus abordables. Un petit peu Après, dans si vous la voulez continuité de ça, je termine juste sur dans la GPU. question. Vas-y. Si vous voulez les tester, si vous avez du coup accès à votre commercial, etc., n'hésitez pas à revenir vers nous pour tout ce qui est voucher sur des produits nouveaux. En fait, sur des choses qui sont nouveaux, si vous voulez faire des campagnes de test, etc., n'hésitez pas à revenir vers nous. Et de la même façon, ouais, donc c'est vrai pour GPU, c'est vrai pour i1. En fait, toutes ces instances qui sont assez qui apparaissent assez chères finalement, mais qui sont ultra performantes. Hein. N'hésitez pas à à pinguer qui que ce soit chez nous. Vous aurez le voucher qui va bien pour tester, parce que c'est vraiment des super produits et voilà, il faut le tester. Dans la question sur les GPU d'entrée de gamme, était citée la gamme RTX chez Nvidia. Alors juste pour préciser que là pour le coup c'est pas une stratégie ou un choix d'OVH de ne pas les proposer. On en a proposé dans le passé les grand public de Nvidia. On sait que c'est très intéressant. Par contre les conditions générales de Nvidia font qu'on ne peut pas proposer ces offres-là sous forme d'infrastructure as a service en tant que cloud provider. C'est pas leur Donc, gamme data center, donc leur conditions générales de vente indiquent clairement qu'on ne peut pas le faire. Sur, ouais, pardon. j'enchaîne aussi parce qu'il y a beaucoup de questions autour du backup. En fait, toutes les solutions de backup, quand je dis qu'il y a un vrai chantier autour du stockage, c'est vrai et c'est vrai à tous les niveaux. On va aussi repenser nos offres de backup. Donc la performance, donc la techno,
donc je dirais même le hardware, la techno, donc la perf associée, tout ça, ça va être renouvelé et l'expérience client qu'il y a derrière, donc la façon dont on va pouvoir consommer tout ça, va aussi être grandement améliorée. Donc ça, c'est un chantier qui devrait démarrer. Là, on est vraiment, on sort de la phase de POC, donc c'est hyper, il y a un potentiel énorme, c'est hyper excitant, mais on n'a pas la bande passante pour travailler là-dessus tout de suite, donc ça va commencer normalement en mars. Et je sais pas quand ça va atterrir. Ça va prendre pas mal de temps, je pense. Mais donc on est dessus aussi. J'en profite parce que quelqu'un rebondit sur ma réponse tout à l'heure sur le backup de block storage pour nous demander est-ce qu'il est possible de scheduler un backup de block storage tous les jours, pendant 7 jours par exemple, comme on peut le faire sur les VM. Alors, je pense que la question est posée parce qu'effectivement, via notre espace client, ça fait pas partie des scénarios qu'on peut mettre en place en un clic. Pour autant, la brique d'automatisation du public cloud OVH qui s'appelle Mistral permet tout à fait de faire ce scénario-là. Elle permet en fait une infinité de scénarios. Je ne sais pas, par exemple, si vous avez une VM que vous utilisez en journée par vos équipes, vous pouvez changer sa flavor le matin vers une flavor le plus grande, puis tous les soirs à 18h rétrograder la flavor. Aujourd'hui, toutes ces fonctionnalités, tout ce que vous pouvez faire via les API de Nova, de Neutron ou de Cinder, vous pouvez l'automatiser via Mistral selon des règles de type cron job, donc tous les matins des jours de semaine, tous les lundis, tous les samedis. Pour ça, je vous invite à en fait vous documenter sur le site web de openstack.org sur la brique Mistral pour découvrir en fait la syntaxe à utiliser. Et donc c'est des choses moi je découvre pas ce sujet. Encore une fois, là notre priorité c'est vraiment de renouveler le produit, donc les offres stockage parce on peut faire beaucoup mieux et l'expérience cible, elle va arriver avec. C'est-à-dire que là, pour être totalement transparent, on investit au minimum sur les offres legacy et on met le plan pot sur le new. Voilà. Il y avait des questions de Jérémy Robert sur le pass, mais je n'ai pas bien compris la question. Quand pourrons-nous profiter d'une offre pass, en fait? Pass, c'est plateforme as a service, ça correspond à peu près à tout. Donc, on en a déjà des Kubernetes, de l'AI. Donc, désolé, Jérémy, j'ai pas bien compris la question. Il y en avait une autre de Jérémy. Ouais, tu as compris, toi? Vas-y. J'ai essayé d'y répondre tout à l'heure en parlant de D'accord. notre partenariat stratégique avec Plateforme SH Avenir Ah oui, avec des offres de développeur pass, d'accord. Excuse-moi. Aurons-nous des bases de données graphiques type Neo4j ou OrionDB? Non, ça c'est pas prévu. Donc j'ai pas prévu dans l'année qui arrive de faire des bases de données graph. Jacques, si tu as. Avez-vous inclus le firewall dans votre roadmap? Eh bien, ça doit être quelque part dans la roadmap de mon collègue de chez Network. Mais pour être très honnête, on invitera à la prochaine session. Ouais, je pense qu'il le faut. Je suis incapable de vous dire quand et quoi exactement. Voilà, je peux vous parler de certains sujets network, comme l'arrivée des réseaux privés dans la plupart des offres pour lesquelles on aimerait pouvoir avoir ça à disposition. Ça, c'est des sujets qu'on a discutés récemment. Sur Firewall, c'est quelque part dans la roadmap, mais je pourrais pas vous dire quand. Ok, on arrive à la dernière question de Yanis qui explique l'utilisation du service mail serving. Pour lui, le frein à son utilisation, c'est la garantie de disponibilité et le temps de réponse. Faut que je réexplique un peu le service, c'est que vous arrivez avec un modèle qui peut être le vôtre, disant tiens par exemple mon modèle va analyser la fraude, va analyser des images, va faire ce que vous voulez quoi, et vous le déployez chez nous. Et ensuite, nous, on vous donne un endpoint API, enfin un point API pour accéder à ce modèle, en disant tiens, je vais le requêter, voilà, je fais rentrer l'information en input, ça me donne de l'output. Nous, on peut garantir la disponibilité, le fait qu'il soit présent, mais en fait, vu qu'on ne maîtrise pas votre code, on ne maîtrise pas votre modèle, en fait, vous pouvez, entre guillemets, l'avoir codé correctement ou demander quelque chose de très gourmand en ressources. Donc, on ne peut pas garantir en fait que ça va répondre en 0,02 secondes ou en 5 secondes, puisque c'est votre code. Donc, on peut s'engager sur la disponibilité, c'est déjà le cas. Et par contre, on ne s'engage pas aujourd'hui sur le fait que ça va répondre rapidement. Donc, si ça vous convient, Yanis, par contre, on peut en discuter pour voir s'il n'y a pas un entre-deux qu'on pourrait trouver, quitte à modifier nos conditions particulières. Parce que pourquoi pas, on peut peut-être trouver quelque chose de smart en discutant. Si personne ne lève la main, en tout cas, ben voilà, c'était une première pour nous. L'objectif de créer cette version publique de la roadmap déjà, c'est une première pour nous. Ensuite, de la partager avec un groupe d'utilisateurs idem. On espère que ça vous a plu. Du coup, rendez-vous, j'espère dans quelques semaines pour
pour voir cette roadmap bouger ensemble et faire un petit sanity check, enfin répondre à vos feedbacks en espérant qu'il y en ait. Et puis il y aura peut-être plus de monde. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup.